Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants du post-bac, mais également aux terminales un peu curieux. Bon, en réalité, pour les terminales, c'est pas forcément une partie très intéressante. Il y a d'autres parties que vous verrez dans le supérieur qui le sont d'autant plus. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Et donc, comme vous savez, je suis un fervent amoureux des mathématiques et je ne pouvais pas laisser cette chaîne sans maths. Et donc, finalement, j'avais envie de faire du supérieur un petit peu, donc des maths de sup. Et en particulier des maths qui correspondent majoritairement à un programme de prépa type MPSI. Mais en fait, vous verrez que de par ces vidéos-là, qui correspondent à des choses qu'on voit en MPSI, prépa, et vous verrez, il y a des choses qui se voient aussi en licence de maths. Alors, du coup, cette vidéo, elle n'est pas très compliquée, vous allez voir, mais elle va être fondatrice, puisqu'en effet, dans cette vidéo, l'idée va être très simple, c'est de faire un rappel, sur les fonctions, ok? Donc, on va faire des rappels du lycée, sur les fonctions. Alors, on va pas tout faire parce que oui, sur les fonctions, vous avez vu beaucoup de choses sur les fonctions. Donc, on va pas forcément tout refaire dans cette vidéo. L'idée, ça va être déjà de faire un rappel du lycée sur les fonctions. Et on va vraiment commencer de zéro. Hein. Donc, on va faire un peu comme si vous connaissez pas du tout ce que c'est qu'une fonction. Et après, on va dérouler un certain nombre de définitions et propriétés que vous devez avoir en tête. Ok? Alors, quelques rappels du lycée sur les fonctions. Tout d'abord, pour commencer, il faut déjà définir l'objet qu'on va manipuler. Vous allez voir, dans ce supérieur, vous allez manipuler un certain nombre d'objets. Et ce, de manière beaucoup plus approfondie qu'au lycée. Ok? C'est-à-dire qu'au lycée, on manipule un certain nombre d'objets, mais on ne les définit pas clairement, explicitement. Ou si on les définit, c'est fait 3 la va-vite. Là, vous allez voir, dans le supérieur, l'idée, c'est de bien définir les objets. Et ça, je vais vous le rabâcher souvent, mais il faut que vous compreniez parfaitement la nature des objets que vous manipulez. Et en comprenant parfaitement la nature des objets que vous manipulez, et de là, vous pourrez progresser du moins et bien comprendre ce que vous faites. Ok? Donc là, déjà, premier objet qu'on manipule, c'est une fonction. Ok? Et une fonction, pour la définir, il faut introduire ce qu'on appelle une partie d'un ensemble. Donc on va introduire A une partie de R. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi une partie de R? Donc ça, pareil, on refera un chapitre où on parlera de parties, ensemble, tout ça. Mais très rapidement, donc il faut vous imaginer que R, c'est un ensemble. Ok? Un ensemble, donc, pour que vous puissiez visualiser ça, c'est une collection. C'est une liste contenant, c'est un package, ok? C'est un paquet contenant un certain nombre d'éléments, ok? Et donc, il faut imaginer R comme un paquet contenant un certain nombre d'éléments que sont tous les nombres réels, ok? Et dans ce paquet qui contient tous les nombres réels, qu'on appelle l'ensemble R, et vous prenez une partie de cet ensemble, ok? Comme son nom l'indique. Et donc, ça, on appelle ça une partie, tout simplement. Prenez un morceau de l'ensemble. Donc, ça, on va dire que soit A une partie de R, et donc, une fonction f qui va de A dans R. Donc, une fonction f qui va de A dans R. Donc, c'est-à-dire une fonction à valeur réelle. Parce que là, du coup, quand j'écris ça là, quand j'écris que une fonction f, elle va de A dans R, c'est une fonction qui va prendre des valeurs réelles. Ok, donc c'est une fonction à valeur réelle. Et c'est un objet mathématique qui va faire quoi? Qui a tous les éléments x appartenant à E, associe un unique réel y noté f de x. Ok? Alors, une fonction. Donc là, ce qu'il faut comprendre dans cette définition, que vous avez vu plus ou moins en classe de seconde, mais certes pas aussi rigoureusement posé. Il faut comprendre que déjà, on part d'un ensemble, ok? D'un sous-ensemble de R. Parce que oui, quand on dit partie de R, on peut aussi, ça correspond aussi à un sous-ensemble, ok? Donc, il faut comprendre qu'on part d'un ensemble, ok? Bravo. Quand on veut définir une fonction, il faut partir d'un ensemble. Et donc, un ensemble, lui faire correspondre l'ensemble des réels, ok? On part de l'ensemble A vers l'ensemble des réels. Et donc, une fonction, c'est une fonction à valeur réelle, en particulier. C'est un objet mathématique qui a pour but d'associer à tout élément x de E un unique y, donc appartenant à R, qu'on va noter f de x, ok? Donc un unique réel y.
Alors, du coup, quand vous définissez une fonction, là, je vais passer un peu de temps là-dessus, mais il faut que vous soyez rigoureux, ok? Alors, du coup, je vais prendre une fonction basique, mais vous allez voir qu'il faut bien l'introduire, enfin, vous allez voir les différentes manières de l'introduire. Alors, différentes manières d'introduire une fonction, bah, vous pouvez dire soit f, la fonction définie sur R plus étoile par ln de x plus 2 moins x, ok? Donc ça, c'est une première manière d'introduire une fonction, ok? Donc vous l'introduisez par une phrase, vous dites son ensemble de définitions, et ensuite, vous dites son expression, ok? Donc par f de x égale ln de x moins x, ok? Voilà. Donc ça, c'est une première manière de l'introduire. Deuxième manière de l'introduire, bon, on peut dire soit la fonction f, et donc là, donc deux points, qui est définie de la manière suivante. Donc, kx va associer, non, qui va de la façon suivante. Donc, il va de R plus étoile dans R, ok. Voilà, donc là, on n'est pas obligé de mettre comme ça. Et qui va de, et kx associe ln de x plus 2 moins x, ok. Donc là, pareil, c'est pas très bien dit, mais l'idée, c'est que on part dans l'ensemble de départ. Là, on met une flèche simple, hein. Et donc, on met l'ensemble d'arrivée. Donc, on va de R plus étoile dans R. Et à X, on a associé ln de X plus 2 moins X. OK? Et troisième façon d'introduire une fonction, bah, vous pouvez dire soit F qui associe X plus... Enfin, soit F, la fonction qui a X associe ln de X plus 2 moins X définie sur R plus étoile. Voilà, donc ça, c'est trois manières possibles d'introduire une fonction. Quand vous introduisez une fonction, il faut toujours quelque part, quand vous l'introduisez, bien définir l'ensemble de départ, ok. En tout cas, à minima, l'ensemble d'arrivée, ok. Voilà. Enfin, l'ensemble de départ à minima, ok. Voilà. Donc là, par exemple, quand je définis mon ensemble de départ, je mets en disant qu'elle a été définie sur R plus étoile. Là, l'ensemble des départs est défini de manière très simple ici, avant la flèche. Et là, pareil, dans la troisième version, elle est définie, pareil, par une phrase. Bon, éventuellement, je peux mettre l'ensemble d'arrivée. En général, ce sera R. Ok, voilà. Ou une partie de R, pour des fonctions qui sont toujours à valeur réelle. Et deuxième chose, quand vous définissez une fonction, il faut son expression algébrique. Ok. Voilà. Donc, quand je définis une fonction, ça se définit toujours avec ces deux éléments-là. Ensemble de définition, expression algébrique. Ok. Vous ne pouvez pas mettre soit l'un, soit l'autre. Ok. Vous devez toujours, quand vous définissez une fonction, concrètement, dans un premier temps, dès que vous avez l'occasion, toujours préciser l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée et l'expression algébrique. Alors, parfois, justement, dans les exercices, on ne vous mettra pas l'expression algébrique. Bon, mais dans ce cas-là, on vous définira à minima l'ensemble des départs de la fonction. Ok, toujours. Donc là, pareil, dès que vous pouvez et dès que vous avez l'occasion, toujours quand vous définissez une fonction, c'est très important, ensemble des départs et bien évidemment expression algébrique. Dès que vous avez les informations. Ok, ça c'est hyper important. Vous verrez dans les exercices, parfois c'est pas très clair. C'est des choses qui sont claires normalement, mais parfois vous ne faites pas toujours. Donc il faut faire attention. Une fois qu'on a défini ce qu'est une fonction, on va pouvoir définir ensuite une chose, c'est-à-dire la courbe représentative d'une fonction. Donc soit f, alors pour cela on va faire la chose suivante. Donc soit a, une partie de R, ok, donc on peut dire aussi que a est inclus dans R dans ce cas-là. Soit f qui va de a dans R une fonction. Dans ce cas-là, on va faire la chose suivante. On munit le plan d'un repère orthonormé. Et donc, on va pouvoir définir la courbe représentative de f de la fonction suivante. Donc, on appelle CF la courbe représentative
de la fonction f. Donc, l'ensemble suivant. Donc, c'est un ensemble. Donc là, quand vous dites ensemble, ça, vous devez avoir accolade. Donc, CF, c'est un ensemble. C'est l'ensemble des couples XY. Donc, l'ensemble des points XY du plan. OK. Tel que X, il appartient à A. Et F et Y, c'est égal à F de X. OK. Donc, la courbe représentative d'une fonction f, c'est un couple de réels, ok, voilà, x, y, tel que x, il appartient à A, et y, c'est égal à f de x, ok, voilà. Voilà, donc ça, voilà la définition rigoureuse de ce qu'est une courbe, ok, voilà, la courbe représentative d'une fonction. C'est un ensemble de points, encore une fois, tel que x, c'est l'abscisse, ça correspond à l'ensemble des nombres pris par la fonction, et y, l'ordonnée, ça correspond à l'image de f par l'image de x par la fonction f. Alors oui, petite chose que je veux rajouter quand même sur la définition, parce que j'avais pas dit aussi, une petite remarque, c'est que A là, l'ensemble A, c'est le domaine de définition. Ok, donc l'ensemble A, c'est appelé domaine de définition de f. Ok, parce que j'ai dit après plus tard, mais c'est vrai que c'était peut-être pas clair. L'ensemble de départ que vous donnez là, bah, ça correspond au domaine de définition de f. Le réel x qu'on prend en départ, c'est l'antécédent. Et le réel y qui est égal à f de x, bah, ça en fait, ça correspond à l'image de x par la fonction f. Voilà, une fois ces éléments-là ajoutés, je vais pouvoir vous représenter une courbe, enfin, je vais pouvoir retracer une représentation graphique d'une fonction. Donc là, imaginons on a une fonction f qui est de ce type-là. Et donc, la courbe représentative de cette fonction f, bah, c'est l'ensemble des points xy du plan, tels que en abscisse x, j'ai donc les réels x qui sont pris par la fonction. Et en ordonnée, bah, j'ai tout simplement l'image de x par la fonction. Par exemple, par un réel x quelconque, voilà, qui est là en abscisse, on va y associer à chaque fois de réel f de x, qui est égal à y. Donc ça, c'est antécédent. Et ça, c'est image. OK. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir définir un certain nombre d'autres fonctions qui sont super importantes, à savoir les fonctions somme, produit et composition. OK. Donc, définition. Pour cela, on va se munir de deux intervalles. Donc, soit I inclus dans R et J inclus dans R. Donc, pour dire que I et J, ce sont deux intervalles de R. Soit donc on va appeler f, la fonction qui va de I dans R, et G qui va de J dans R. Donc ça, ce sont deux fonctions. Donc premièrement, on va pouvoir définir la fonction somme. Ok. Donc la fonction somme, f plus g, est définie. Elle est définie à quel moment déjà? Bah, elle est définie lorsque f et g sont définis tous les deux. Ok. Donc elle est définie quand f et g sont simultanément. Donc simultanément, c'est-à-dire qu'elles le sont toutes les deux. Donc la fonction somme, elle est définie quand f et g sont simultanément définis. Et donc c'est vrai lorsque tout simplement, et bah, f et g existent simultanément, c'est-à-dire c'est vrai lorsque x appartient à l'intervalle suivant, c'est-à-dire i inter g. Ok. Et ainsi donc on a la chose suivante. Donc ainsi par définition on va écrire que f plus g, c'est la fonction qui va de i inter j dans R et qui à tout réel x va associer f de x plus g de x. Ok, bravo. Donc ça, c'est une définition de la fonction somme. Ensuite, on a la fonction produit. Bah là, la fonction produit, ça va être la même définition. Donc la fonction produit, f fois g, elle est définie
quand f et g le sont toutes les deux, ou simultanément, c'est-à-dire sur I inter J. Ainsi, on va voir la chose suivante. On va avoir f fois g, qui est la fonction qui va de I inter J vers l'ensemble des réels, et qui à x associe f de x fois g de x. Ok, donc ça c'est pour la fonction produit. Ok, la fonction produit, pour la définir, il faut que les deux fonctions f et g soient définies. C'est-à-dire lorsqu'on est à l'intersection des deux, tout simplement des deux intervalles de définition, c'est-à-dire sur I inter J. Et donc on a une définition comme ceci de la fonction produit. Bon, ça c'est des définitions assez simples, mais tout de même il est important de bien les poser et les formaliser une fois pour toutes. Ok, parce que encore une fois, ça c'est des choses, j'imagine, où ici on n'a pas formalisé. Ok, vous dans le parcours de lycéen, vous n'avez sûrement pas dû formaliser ces définitions-là. Et pourtant c'est important de formaliser. Ok. Donc voilà, une fois qu'on a formalisé ces définitions de base qui sont essentielles, on va pouvoir définir une autre opération sur les fonctions qui est la composition. Opération qu'on a dû vous définir normalement en classe de première, ok, lorsqu'on vous a dit il est possible de composer une fonction par une autre. En général, en première, on vous fait composer une fonction affine suivie d'une autre, ok. Fonction affine suivie d'une inverse, fonction affine suivie d'une exponentielle, fonction affine suivie d'une fonction racine carrée. En général, c'est un peu ce genre de composition qu'on vous fait en classe de première. On vous définit très vite fait ce que c'est que l'opération de composition, que vous avez du mal à mémoriser très facilement, et pourtant, et après on vous la redéfinit très vite fait en classe de terminale, et puis voilà quoi. Après on applique, mais sans vraiment comprendre pourquoi le fond de la chose. Donc là, on va essayer de comprendre, et pour cela, donc on va poser pareil, IJ deux intervalles de R. Donc soit I inclus dans R, et J inclus dans R. Donc là, c'est pour dire que I et J, ce sont deux intervalles de R. Et donc, on va considérer deux fonctions. Donc, soit U, la fonction qui va de I dans R, et V, la fonction qui va de l'ensemble suivant, c'est-à-dire de J dans R, tel que on a la chose suivante. Il faut que vous ayez U qui va de I dans R, et V qui va de J dans R. Donc ça, c'est deux fonctions. Et elles sont telles que, justement, U de grand I est inclus dans J. Alors, si j'ai cette condition-là, la fonction, V rond U, est définie sur I. Et on aura la définition suivante. La fonction V rond U, c'est la fonction qui va de I sur R, et qui à tout réel X va associer V rond U de X, qu'on va écrire tout simplement V de U de X. Ok. Donc là, on va se poser 3 secondes, on va essayer de comprendre cette définition pour le coup, parce que autant fonction somme, fonction produit, on n'a pas besoin de passer 150 ans à la comprendre. Là, il y a quand même quelque chose de remarquable à bien comprendre là-dessus, au niveau de cette définition. Donc déjà, pour que vous ayez des fonctions, il faut des intervalles de R. Ok, pour que vous ayez des fonctions à valeur réelle. Donc là, il faut que vous ayez deux intervalles de R. Et ensuite, l'idée, c'est que vous introduisez deux fonctions. Donc U et V. U qui va dans l'intervalle I de R vers R, et V qui va dans l'intervalle J de R vers R. Ok. Donc ça, c'est deux fonctions. Et ces deux fonctions, elles sont liées par une relation. C'est le fait que U de I, c'est inclus dans J. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? U de I inclus dans J. C'est-à-dire que l'image de tout l'intervalle par la fonction U, elle est inclue dans J. Autrement dit, pour que vous visualisez un petit peu mieux, parce que là, vous avez du mal à visualiser. C'est-à-dire que tous les nombres qui sont pris par la fonction U, donc tous les nombres que prend la fonction U, c'est tout simplement des nombres qui appartiennent à I. Ok, voilà. Et donc, il faut que toutes les images renvoyées par U, tout simplement, soient incluses dans la fonction, soient incluses dans l'intervalle J. En fait, ça veut tout simplement dire que toutes les images de U
toutes les images donc de tous les réels qui appartiennent à I, et bah, par la fonction U, elle est inclue dans J. Ok? Donc, pour tous les nombres X qui sont dans I, bah, toutes leurs images qui sont prises par la fonction U, il faut qu'elles soient incluses dans J. Ok? Et si vous avez cette condition-là, que toutes les images prises par la fonction U, c'est inclus dans J, bah, vous pouvez alors là définir la fonction composition, donc verron U. Et donc on la définit sur I, qui est l'ensemble de départ. En effet, puisque la fonction verron U, elle fait quoi? Et bah, elle va aller vers quoi? Elle va d'abord composer par U. Elle va d'abord aller prendre une image dans U. Ok, voilà, elle va calculer une image par U. Et après, elle va aller ensuite, à partir de l'image qui a été calculée par U, elle va aller calculer l'image par V de U de X. Ok, donc elle va faire ça, votre fonction. Donc elle va d'abord calculer U de X, et ensuite, à ce U de X, elle va appliquer la fonction V. Donc, c'est pour ça qu'elle va de I vers R. Ok, bravo. Puisqu'après, bah, l'image que vous avez de U de X par la fonction, enfin l'image U de X que vous avez par la fonction U, de n'importe quel réel X, et bah du coup, après, c'est un réel qui est inclus dans J. Vous calculez à nouveau l'image de ce réel par la fonction V, et donc ça vous renvoie un réel. Schématiquement, en gros, cette fonction-là, elle fait quoi? Pour que vous puissiez visualiser, elle prend un réel X, donc un réel X qui est tout simplement dans I. Après, donc, elle va vous renvoyer U de X qui appartient à R. Et ce U de X, il est inclus dans J. Comme il est inclus dans J, bah du coup, ça rend bien l'intervalle de définition de V. Donc à ce U de X, je vais appliquer V de X. Ok, donc là on applique U de X. Voilà, comme ceci pour obtenir U de X. Et ensuite on applique la fonction V. Pour appliquer pour obtenir V de U de X. On écrit V rond U de X. Voilà. Alors si vous avez super bien compris cette définition, c'est super. Parce que du coup, bah, au moins vous venez vous débloquer le cerveau là-dessus. Ok? Parce que ça c'est super important. Vous allez voir dans ce supérieur de comprendre cette définition, puisqu'on va être très souvent être amené à justifier des ensembles de définitions. C'est pour ça que je prends le temps ici de tout réexpliquer. Donc des choses basiques que vous avez vues au lycée. Parce que après, à venir, vous serez amené à vraiment, quand vous étudierez une fonction, on va vous lâcher dans la nature, on va dire étudier telle fonction, et ben il faut tout justifier, c'est-à-dire ensemble de définitions, dérivabilité et un certain nombre de propriétés sur les fonctions, ok, que justement il faut bien avoir en tête. Donc avant de vous lâcher dans la nature, il faut d'abord tout redéfinir convenablement, et après tout ira bien. Bon, une fois qu'on a défini un certain nombre d'opérations sur les fonctions, et ben l'idée maintenant, ça va être d'étudier un certain nombre de propriétés de base sur les fonctions. Alors, quand je dis propriété de base, on va s'intéresser à deux propriétés essentielles qui caractérisent les fonctions. Tout d'abord, on a la parité et la périodicité. Ok? Donc, on va commencer par la parité. Ok? Voilà. Donc, pour cela, petite définition. Ok? Donc, soit A inclus, donc soit A une partie de R. Ok? Voilà. Soit F une fonction qui va de A dans R. Donc là, on va introduire deux définitions que vous avez vues normalement en classe de seconde, mais que très souvent vous oubliez. Et ça, je ne rigole même pas. Par exemple, là, actuellement, je suis avec un terminal. Bah, définition de fonction paire, fonction impaire, bah, il ne le savait pas. Donc, voilà. Autant dire que voilà, ça prouve que c'est pas acquis. Donc, il faut vraiment le rappeler. Donc, et c'est essentiel de le rappeler même. Donc, première définition, on dit que f est paire, c'est seulement si on a les deux conditions suivantes. Donc, on va dire, quel que soit x appartenant à A, moins x appartient à A. Et ensuite, deuxième chose, si quel que soit x appartenant à A, tu as l'opposé qui appartient à moins A. Donc là, ça revient à dire que A est symétrique par rapport à l'origine. De ce cas-là, à partir de ce moment-là, si en plus d'avoir cette condition-là qui est vérifiée,
et bah, tu as que quel que soit x appartenant à f de x égale f de moins x, et bah, dans ce cas-là, ta fonction f est paire. Ok? Donc, f est paire si on a ces deux conditions-là. Ok? Quel que soit x appartenant à A, l'opposé appartient à A, et quel que soit x appartenant à A, on a f de x égale f de moins x. Ok? Donc, la petite remarque, d'un point de vue graphique, la courbe représentative d'une telle fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors ça, c'est hyper important, pareil, de bien comprendre ce qu'est une fonction paire, fonction impaire, donc par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, si vous comprenez bien ce que c'est qu'une fonction paire et impaire, bah, vous serez efficace dans les calculs de limite. Ok, bah, alors du coup, pour vous représenter ça, voilà, bah, un exemple tout bête que vous connaissez, en fait, j'ai pas besoin d'aller chercher trop loin. Vous avez la fonction carré. Ok, la fonction carré, bah, c'est une fonction qui est paire sur l'ensemble des réels. Ok, et donc sa représentation graphique, elle a cette allure là. Voilà. Alors du coup, voilà, je vais essayer de bien vous la tracer. Tchac, tchac, voilà. Voilà. J'essaie de bien vous la tracer. Voilà. Donc voilà l'allure un peu d'une courbe de fonction paire. Ok. Et donc là, c'est l'allure de la fonction carré. Ok, voilà, par exemple. C'est à peu près cette allure-là. Donc là, quel que soit x appartenant à R, enfin appartenant à l'ensemble A, bah, vous avez moins x qui appartient à l'ensemble A. Et après, en termes d'image, bah, si vous lisez les images ici, f de moins x, vous allez trouver que c'est la même chose que f de x. Ok. Voilà. Donc là, on a symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Ensuite, deuxième chose, bah, tout bêtement, on va définir ce que c'est qu'une fonction impaire. Donc, on dit que f est impaire si on a les deux conditions suivantes. Donc là, la première condition, c'est toujours la même, c'est-à-dire que quel que soit x appartenant à A, vous avez moins x qui appartient à A. Donc là, encore une fois, il faut la même condition que tout à l'heure, que l'ensemble A de définition de la fonction f soit symétrique. Et bien évidemment, ces deux conditions-là, elles doivent toutes les deux vérifier. Hein. S'il manque une des deux conditions, par exemple, l'ensemble de définition est non symétrique, et bah déjà, vous n'avez pas une fonction qui est paire ou impaire. Vous ne pouvez pas parler de parité. Et ensuite, deuxième chose, si il vous manque le fait qu'on a, si vous n'avez pas ces égalités-là, que cette égalité-là pour la fonction paire ou l'autre égalité que je vais citer dans quelques instants pour la fonction impaire, et bah du coup, là pareil, vous ne pouvez pas parler de fonction paire ou impaire. Donc là, pour une fonction impaire, bah, on a le fait que l'ensemble de définition est symétrique par rapport à 0. Et de plus, bah, quel que soit x appartenant à l'ensemble de définition, on a cette égalité-là. Donc f de moins x égale moins f de x. Ok, voilà. Donc là, graphiquement, pour le coup, donc déjà, deux remarques. Premièrement, bah, ça veut dire que tout simplement, pour une telle fonction, et bah, si l'image de l'opposé c'est égal à l'opposé de l'image du nombre, ok, voilà, et bah, du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que f de 0, c'est égal forcément à 0, ok? Puisqu'on va avoir moins f de moins 0 qui est égal à f de 0, et donc là, bah, on n'a pas d'autre solution que d'avoir 0 pour 0, ok? Et surtout, remarque importante, c'est que la courbe représentative d'une telle fonction est symétrique par rapport à l'origine du repère. Alors du coup, normalement, là, pareil, vous avez dû croiser un certain nombre de fonctions vérifiant ces propriétés-là. En classe de terminale, de première ou de seconde. Ok, alors là, je vais en trouver une en quelques secondes. Donc, par exemple, on peut prendre la fonction x au cube. Ok, voilà. Donc, je vais vous tracer l'allure. Voilà, mais on peut prendre la fonction inverse, mais elle est compliquée à tracer. Enfin, elle n'est pas évidente, du moins. Voilà, donc la fonction cube, elle fait ça. Voilà. Tac. Voilà, je vous trace juste l'allure, mais voilà, en gros, c'est ça son allure. Tac, donc là. Voilà, donc ça, c'est l'allure d'une fonction impaire. Voilà, bon, pas très bien tracé, mais l'idée, c'est que bah, on est symétrique par rapport à l'axe des
par rapport à l'origine du repère. Ok, donc là, ça fait plus ça d'ailleurs que ce que je viens de tracer. Mais bon, c'est un peu ça l'idée. Alors pareil aussi, petite remarque, là, vous voyez, je trace mes courbes à la main. C'est pas pour rien, c'est parce que au fur et à mesure que nous allons évoluer, et ben, on sera amené à tout faire à la main en fait. Vous allez voir que l'utilisation de la calculatrice sera très rare en maths, en tout cas sur cette chaîne. Et c'est lié aussi au fait que, par exemple, en prépa, vous n'avez pas droit à la calculatrice. Ça peut paraître aberrant, mais on n'a pas droit à la calculatrice en maths. Donc ça, je tiens de m'y plier. Comme, en plus, j'ai pu utiliser ma calculatrice en maths depuis 1 mois et demi à peu près. Du coup, je me plie à cette obligation. Et donc, il n'y a plus de calculatrice. Donc, soyez pas choqués, les étudiants qui sont en maths et en licence, qui me disent pourquoi tu n'utilises pas ta calculatrice. C'est parce qu'en prépa, il n'y a plus de droit. Donc, du coup, je me forme comme ça. Ok? Et je garde cette habitude-là. Alors, dernière chose qu'on va définir sur les fonctions, c'est la périodicité. Ok? Donc, définition. Partie mon kiki. Donc là, oui, en effet, vous avez pareil, dû entendre parler depuis la classe de première de fonctions paires. Un pair, certes, mais de fonctions périodiques ou non, ok? Sur le cas notamment des fonctions trigonométriques, ok, que l'on reviendra d'ailleurs cette année aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore sur la trigo que vous n'avez pas vu en classe de terminale. Donc là, pareil, on va enrichir le catalogue de fonctions trigonométriques, et surtout en partie, et en plus d'enrichir le catalogue de fonctions trigonométriques, vous verrez en fin d'année, première année post-bac, vous aurez un catalogue de fonctions un peu plus enrichi que en classe de terminale. Donc, allez, on y va. On va donc considérer A un intervalle de R et le T un réel qui appartient à A. Ok, voilà. Donc, non, T un réel d'ailleurs. C'est pas forcément dans A d'ailleurs. Donc, on dit que F est T périodique si, donc on a un certain nombre de choses qui sont vérifiées, quel que soit X appartenant donc à R, on a X plus T qui appartient, appartenant à A, donc l'ensemble des définitions, on a X plus T qui appartient également à A. Ok, voilà. Et donc, par conséquent, et de plus, donc si on a quel que soit X appartenant à A, F de X qui est égal à F de X plus T, on dira que la fonction f est t périodique. Ok, voilà. Donc, on va même dire, pour faire plus simple, que t c'est un réel positif, non nul, parce que sinon ça n'a pas de sens. Voilà, comme ça on est bien. Donc là, on va dire que, donc là, deux choses. Il faut une part. Donc là, on a introduit un intervalle de R. Deuxième chose, un réel t strictement positif, comme ça on est bien. Et donc, on dit qu'une fonction f est t périodique si, quel que soit x qui appartient à A, x plus t, donc x plus sa période, appartient également à A. Et si quel que soit x appartenant à A, on a f de x est égal à f de x plus t. Ok, donc si j'ai f de x qui est égal à f de x plus sa période, je dis tout simplement que la fonction est t périodique. Donc, du coup, petite remarque. Si f est t périodique, alors, donc, on a la chose suivante, kt ou k appartenant à z, donc alors on a kt ou k appartenant à z qui va correspondre donc à la paire de f. Ok, autrement dit, donc on va dire que f est kt périodique. Voilà. Voilà, donc une fonction qui est période de période t, on peut dire qu'elle est 2t périodique, 3t périodique, 4t périodique. Donc une fonction qui est périodique, par exemple la fonction cosinus, est 2pi périodique, ok, de période 2pi, et je peux très bien dire qu'elle est 4pi périodique, 8pi périodique, moins 2pi périodique, ok, voilà. Donc ça pareil, ça se démontre, on peut faire une petite récurrence pour démontrer ça, ok, voilà. Mais là, c'est pas le jeu de la vidéo encore une fois. Vous voyez que Mina poser tout ça rappel, ça a pris un peu de temps. Donc, on va s'arrêter ici. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne installation mathématiques et du sens.